Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Battleground, comme tel que prédit, a su réserver des belles petites surprises, a su même démontrer sur certains points l'inattendu. Je pense qu'avant de débuter le podcast, je crois que c'est juste de dire que la plupart de nos prédictions, pour ne pas dire toutes nos prédictions, à part pour un combat, ont été justes. Mhm. Et je te dirais même que parmi celle qui nous avait fait le plus peur, qui elle s'est avérée juste, et on est quand même content. Et par rapport à la prédiction aussi, c'était que ça allait changer euh, comment que la WWE allait approcher ces gars-là prochainement. Et ça a déjà été le cas cette semaine avec les Raw et SmackDown. Mais pour l'heure, mesdames et messieurs, on va vous parler de nos impressions sur Battleground 2016. Richard, mon ami, comment tu vas aujourd'hui? Je suis en pleine forme, tout est super. Puis toi, mon cher? Et je suis également en pleine forme. J'ai mangé du grec, fait que si vous entendez des petits sauts durant le podcast de ma part, je m'excuse d'avance. Aïe, 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 joke de pète. Non, c'est plus une joke de rot, fait que t'es fail. Les deux. T'es scatophile? Pas tant, non. Mesdames et messieurs, on vient d'apprendre que Richard a des tendances scatophiles. Faut faire attention. On va faire un insight qu'il y a des fortes chances que le public ne comprenne pas, mais Richard Adam Gagné est un ami de la famille. Allez voir les vidéos du YouTuber québécois Testeur Alpha. Vous allez tout comprendre. Effectivement. Mais là, on est ici pour parler de lutte, et plus précisément, on est ici pour parler de Battleground qui... Man, c'est quoi tes premières impressions? On a pu se parler un petit peu au courant de la soirée, mais parle donc de tes premières impressions. Ben honnêtement, j'ai été très agréablement surpris. Comme tu dis, on en a discuté, puis on a eu toutes les deux la même impression que vu qu'il y avait eu le draft et tout, puis que là, ça s'en allait vers quelque chose de nouveau. Tout le monde s'est comme ultra donné à 110-120%. Oui. Et la soirée s'est très, très bien passée. J'ai été vraiment agréablement surpris. C'est probablement la carte que j'ai depuis le début de nos podcasts avec la meilleure moyenne. Avec la meilleure moyenne, oh boy, ça promet, mesdames et messieurs. Moi, je pense que j'ai encore le jeu de la carte de l'avocat du diable et surprendre les gens. C'est pourquoi on pensait que notre premier combat devrait être en partant Breezango versus The Usos qui était en pre-show. Je trouve que ça avait sa place. Je pense pas que les Usos étaient contents, mais ça on s'en fout. Ils sont en pre-show sûrement à cause de Breezango. Breezango qui, ma foi, ils sont là-bas que quand tu leur donnes pas une gimmick de marde, ils ont de l'allure. Oh, effectivement, là, je veux dire, là, cette fois-là, il n'y avait pas de coup de soleil puis de peau qui s'arrachait. Là. Donc, c'était déjà plus Oh mon agréable à dieu. regarder. Sinon, pour ce qui est du match, sérieusement, le match était très bon. Il y a eu un bon rythme. Le match était Oui, quand même assez court. oui, Mais sinon, à part le fait qu'il n'y a pas eu rien de vraiment spécial, puis qu'il y a eu une certaine confusion vers la fin du match, oui, absolument. un des Usos, je reconnais jamais, fait que je vais dire un des Usos, était vraiment plus sûr où donner ses super kicks. Oui, effectivement, il savait plus où donner de la tête, alors... puis ça n'a même pas été plus couvert, puis je suis obligé de dire que là-dessus, le blâme est au Usos. En passant, je ne suis pas vraiment un hater, malgré que plus tard dans le podcast, on va parler d'une certaine chose assez ironique concernant les Usos, mais c'est ça, c'est parce que les Usos, ça se voit que tout ce qu'ils pensent, c'est à leur fucking spot, puis les autres, on s'en fout. D'un autre côté, ça a permis quand même dans ce combat-là à Tyler Breeze et Fandango à se démarquer de plus belle. Et ça, c'est, écoute, que demander de plus. Encore une fois, tu veux vraiment comme démontrer un tag team potentiel. Tu leur donnes pas de la marde comme on vient de discuter un peu plus tôt. L'histoire du bronzage puis des coups de soleil qui étaient pas crédibles, mais pas crédibles pantoute. Ouais, non, non, ça c'était vraiment Malheureusement, c'est n'importe une des preuves que des fois, ceux qui sont au pouvoir de la plume, c'est juste une petite game de bully. Je suis totalement d'accord. Puis sinon, ben, j'étais quand même très content de la victoire de Breezango. Oui, Ça avait sa place. oui, Moi, personnellement, les Usos,
Comme on a dit dans les derniers podcasts qu'on a parlé d'eux, je trouve que ça devient très redondant et qu'il se passe rien de Non, nouveau avec ils font eux. toujours la même Donc, chose. Je veux dire, ils sont devenus génériques, mais comme au coton. C'est comme si ils se sont dit. C'est comme si ils se sont dit, ah ben Roman Reigns est générique, fait qu'on va, notre cousin est générique, fait qu'on va l'être nous aussi. Le problème, c'est qu'ils étaient génériques bien avant ça. moi, ben, honnêtement, les Usos, je me rappelle plus, est-ce qu'ils ont été draftés à Raw ou SmackDown? À Raw? Ils ont été draftés à SmackDown, en fait, je pense. À SmackDown, ok, c'est vraiment triste parce que honnêtement, moi, là, personnellement, tout ce que je vois à faire présentement, puis ça aurait eu un potentiel, c'est s'il aurait été sur le même show que Reigns Mhm. en Je tant vais que tel, vérifier pendant j'aurais. ce temps-là, de s'en compte si je me suis trompé ou pas, là. Il n'y a pas de Fait problème. que dis ton commentaire. Que peut-être Ben, en qu'il va être gros, détruit en 30 secondes si on se rend compte que je me suis trompé. pas grave, mais c'est ça. S'il aurait été à Raw, moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, j'en ai déjà parlé, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un heel turn de leur côté et que vraiment il y ait une union justement avec Roman Reigns. Qui lui aussi Et est là, le heel. ben, puis pas juste ça, c'est que là, ce qui est agréable, c'est que non seulement il y aurait un groupe intéressant en Roman Reigns en single, les Usos en tag team, mais en plus, tu pourrais rajouter Nia Jax, qui elle est à Raw. Oh mon dieu, c'est trop vrai en fait ça. Mais attends, Donc ça l'aurait été écœurant, genre une famille de Samoans qui se tiennent, puis tu les mets heel. Ça l'aurait été génial. Il y aurait eu de quoi faire avec ça, c'est Mhm. clair. Et je confirme que Donc, les Usos sont en SmackDown. Donc, malheureusement, mon idée ne sera probablement pas favorisée, du moins d'ici un an. Parce que Jusqu'au prochain draft. ton idée était trop bonne, c'est ça le problème. Fait que sinon, le combat en Je veux tant que dire, pourquoi que tel, pourquoi c'est pas nous pourquoi c'est pas nous qui a le pouvoir de la plume? Il me semble que nos idées sont tout le temps meilleures. Là, ça, là, c'est comme, wow, Richard est fendant. une première, mesdames et messieurs, et ça seulement au podcast Entre les quatre coins du ring. Ah, mon cher Richard, combien noterais-tu le combat de pre-show? Ben honnêtement, ça a été un des meilleurs matchs de pré-show qu'on a eu depuis un bout. Mais c'était pas incroyable non plus. J'ai donné 7 sur 10 à ce match-là. Moi, c'est un match que j'ai quand même bien apprécié. Mais pour l'instant, je suis obligé de dire que Breezango, c'est encore une équipe, mais quand même qui est passée de équipe Jobbers à équipe mid-card. C'était justement ça que Fandango puis Tyler Breeze avaient besoin pour pouvoir se démontrer en valeur. Je suis obligé de dire que malheureusement, les Usos n'ont pas fait une bonne job pour bien les faire paraître. Fait qu'il a fallu que ce soit Fandango et Tyler Breeze qui se fassent bien paraître eux-mêmes. D'ailleurs, sérieusement, en parlant de bien faire paraître, j'aime vraiment la nouvelle manière de Tyler Breeze de faire son supermodel kick. Quand le gars il est dans le coin du ring puis qu'il coince la tête, genre il est comme debout sur la deuxième corde, puis qu'il va coincer la tête de son adversaire sur le troisième turnbuckle, puis Mhm. qu'il rentre son supermodel kick. Là. Je trouve ça vraiment cool. Il a commencé à faire ça dernièrement, là, puis je trouve que c'est vraiment une belle manière Oui. originale de rentrer son move. Eh bien, Tyler Breeze, il y a peut-être de l'espoir pour ce jeune-là. Et il y a peut-être de l'espoir pour Fandango aussi. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, on devrait les appeler l'équipe la barre au cul, parce qu'ils ont tous les deux l'air aussi coincés l'un que l'autre. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que ceux qui sont au pouvoir de la plume les ont mis ensemble. Peut-être. Next, Sasha Banks et versus Charlotte et Dana Brooks. J'aimerais d'abord débuter en disant que même la foule l'a calé, Oh, oui, oui, oui. et je ne pense pas que Vince était content de ça. Mais fuck it! Là, c'est. On a dit ça comme exemple déjà en partant. Des fois, il faut juste que tu fermes ta gueule, César, puis que tu donnes au public ce que le public réclame. Et c'était un cas de ça. Le public a réclamé Bailey, et on a eu Bailey. Mais ce qui était vraiment le plus drôle, c'est que quand j'ai vu qu'ils ont commencé la soirée avec ça, j'ai comme fait, c'est vraiment drôle comment dans la dernière année, la WWE, quand ils ont des surprises, ils font exprès de le mettre comme premier match. Ils avaient fait la même chose avec Alberto Del Rio contre John Cena l'année passée, quand il y avait eu le mystery opponent de Cena. Ils avaient commencé le show avec ça exprès pour pas que la surprise se spoil. Donc, j'imagine que c'était exactement la raison pourquoi. Et
Petite parenthèse, je trouve vraiment drôle durant le pre-show, quand ils ont parlé de ce match-là. Sérieusement, c'était tellement drôle de voir les 3 panélistes, genre, dire n'importe qui sauf Bayley. Genre, Ok, parce que ça donnera carrément pas l'indice que c'était Bayley finalement. Non. c'est ça, tu sais. T'as Corey Grave, en gros, qui a parlé de Carmella. Non, de Nia Jax, excuse-moi. Vu qu'elle venait d'arriver à Raw, elle avait été transférée. Ou sinon, c'était Carmella, je suis plus sûr. T'as le King qui parle il me semble que c'était Nikki Bella. Puis, t'as Booker T qui dit que ça va être Lita. Je suis comme, ta gueule, Booker T. Genre, rendu à ce point-là, juste ta gueule. Là. Genre, si tu veux vraiment dire n'importe qui, au moins aie un peu de crédibilité. Dans ce que tu dis. Lita. Mon Dieu. C'était triste. Mais non, c'était vraiment drôle. Mais j'étais très content quand Bayley est arrivée. Mm-hmm. En plus, elle a eu une promotion. Genre, elle a plus juste 4 affaires qui se gonflent, elle en avait 6. le budget de pay-per-view, hein? Oh, exactement. Là, j'ai hâte de voir à WrestleMania. Genre, il va y avoir une merde de ça, man. Genre, ce serait tellement cool. En plus, j'imagine tellement la rampe, genre, ils en mettent vraiment comme plein, genre, sur le bord de la rampe, genre, fait que ça fait comme vraiment une espèce de vague, genre, de ces bonhommes-là. Mais sinon, effectivement, la foule a très bien réagi. Oui, parce que c'est la réaction était monstrueuse. Ils étaient archi contents de voir Bayley. Ah oui. Les commentateurs ont dit que c'était un one night only. Je sais pas si ça va être vraiment le cas. Je trouverais ça un peu stupide. Parce que tu viens de transférer Nia Jax, Carmella puis Alexa Bliss. Si ces 3-là sont transférés avant Bayley, c'est pas crédible. Oui, puis non, parce qu'il faut pas que tu oublies aussi que Bayley, c'est une attraction à part entière à la NXT. Mais encore, on disait ça aussi de son pseudo-chum. Ça, c'est pas encore très clair. Tu sais, Finn Balor. Ça vient de me dire que Bayley est déjà pris. Ah, parfait, Balor, c'est correct d'abord. Ouais, exactement. Non, ça, c'est pardonnable. Non, mais elle pas. Exact, tu compris. Genre là, tu dis ça, puis tout ce que j'imagine, genre, c'est elle en train de hugger le démon. Actuellement, ça serait épique. Archi épique, genre. Tu sais, j'imagine, genre, ils mettent ça en gimmick, genre, fait que Finn Balor, quand il devient démoniaque, le seul moyen de le calmer, c'est un hug de Bayley. Ça serait juste épique. Ça serait juste pas crédible, mais ça serait en même temps. Ça serait quelque chose à voir. Ah, ouais, ça serait définitivement. Ça ferait comme une espèce de Hulk, genre, avec sa copine que j'oublie c'est qui, j'ai un gros blanc. Tu parles de Betty Page Page dans la bande dessinée? Ouais, quelque chose comme ça, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, genre, moi je parlais plus dans les films, genre, le moyen de calmer, il y a juste une femme qui peut calmer de Hulk. Ah, c'est Black Widow, mais ça c'est bullshit, en fait, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, revenons donc sur ce match. Exactement, c'est ce que j'allais dire, j'allais segwayer ça, tu as volé mon Thunder, mais je te pardonne. À Sasha Banks et Bayley vs Charlotte et Dana Brooks, excellent combat. Sérieux? Tout simplement. C'était le meilleur combat de Charlotte depuis un bon moment. Là, sérieusement, cette fois-là, là, elle apparaissait beaucoup mieux, beaucoup plus dans son élément. Même Dana Brooke a extrêmement bien travaillé et a très bien paru. Mm-hmm. Sérieux, il y avait un bel effort collectif. La manière que le combat a commencé, c'était parfait. C'était très heel d'aller éliminer Sasha et d'amener Bayley et de faire... Tu veux être invité mystère, on va te rider, ma tabarnak. Non, c'était génial. Du match, c'était excellent. Non, le match était vraiment bien fait. Le seul fuck-up qu'il y a eu, c'est Dana Brooke, me semble. Hein? C'est Dana Brooke, me semble. Non, le seul fuck-up qu'il y a eu, que moi j'ai noté du moins, c'est lorsque Sasha a fait un jumping Hurricanrana sur Charlotte et que Charlotte a comme totalement raté sa manière de tomber et genre Sasha est vraiment tombé sur le coup. Genre j'ai eu peur sur le coup. Là. Ouais, oui, je me rappelle. Fait que moi j'étais encore là en train de dire oh non, pas encore. Ouais, ben c'est ça. Parce que Sasha Banks, quand ça va avoir une historique de elle se blesse à rien, et puis c'est que quand t'es un lutteur puis que tu te blesses à rien, Vince va se faire un plaisir de te caler et de t'enterrer. Et que à part c'est John Cena, pourtant Sasha Banks c'est un peu la John Cena de la division féminine, tu sais. À part qu'elle a le talent puis elle a le paquet total, c'est juste ça la joke. Fait que ça serait... Sasha Banks n'aurait pas mérité d'être enterré, mais la WWE est très capable de faire ça.
Effectivement. Ça aurait été totalement leur style. Déjà que j'avais des craintes. J'avais hâte de la voir Mais revenir. fucking tough! J'espérais qu'ils la mettent au spot qu'elle est là. Parce Mais que c'est le spot fucking qu'elle tough, mérite. La Sasha foule est Banks. totalement de... Oh, oui, Écoute, c'est Sasha Banks une et vraie- Bayley ont été parmi les plus les plus populaires de la soirée. Mhm. Sérieusement, c'était juste parfait. Ce match-là, genre, était parfait pour commencer la soirée. Oui. Moi, je donne 8 sur 10 à ce match-là. La construction était juste impeccable. Oui. Il y a juste peut-être manqué de gros spots et de grosses choses. Mais sinon, j'ai adoré. Et toi? Et moi, pareil, écoute, c'est un combat que j'aimerais beaucoup revoir. Je suis content pour Sasha Banks qui agit en face, même si c'est une bitch. Puis Bayley qui est toujours aussi naïve et enfantine, mais qui a. C'est quoi? Elle m'a démontré son charme. Mais en même temps, je vois que Bayley elle semble encore être gênée devant le public. C'est-tu moi ou je me fais des idées? Ou... C'est possible. Honnêtement, Bayley. Moi, je ne sais pas exactement son parcours. Je ne sais pas par où elle a passé avant. Une Canadienne, Personnellement, la seule chose que j'aurais à reprocher de Bayley, mm-hmm. Bayley a une très belle technique. Ce qu'elle fait, c'est très bien exécuté. Mm-hmm. Le seul hic, c'est que j'aimerais peut-être qu'elle sorte des moves plus originaux. T'sais, même son finish, c'est un belly to belly. Je suis comme. Il me semble que j'aimerais ça avoir un peu d'originalité, un peu quelque chose qui sort du lot. T'sais. À cause de Bayley to Bayley? Tu comprends la joke? Ça. Elle est mauvaise. Ben c'est ça pareil. C'est triste, mais c'est ça pareil. Ouais. Donc, mais tu sais, elle a déjà fait la deuxième corde puis la troisième corde, ce qui est impressionnant. Oh, ça c'est clair. En termes de bombe puis en termes d'exécution. Fait que. Non, effectivement, Sasha Banks, Bayley vs. Charlotte et Dana Brooks, ça a super bien parti la soirée. Fait que moi, je partage ton avis en disant j'ai bien aimé ce combat-là. J'ai bien aimé l'après-match où est-ce que justement t'avais comme Sasha qui était devant Bayley, puis là elle s'en allait hugger, puis là la foule genre cheerait, puis là whoop, ils se distancent un petit peu, puis là finalement genre après 2-3 tries, ils se font vraiment un gros hug, puis c'était super cute. C'était super génial, ça a bien mis la gimmick de Bayley en valeur, puis ça a donné un beau point sympathisant pour Sasha Banks qui deviendra très rapidement une championne féminine, c'est sûr et certain. En fait, je sais, c'est pas ça que j'ai fait. Spoiler alert! Si vous n'avez pas écouté Raw, n'écoutez pas ce commentaire. Les chansons, ils ont écouté Raw à ce moment-là, les gens, c'est sûr. Sinon, ben écoutez, on va vous dire. Sasha Banks a vaincu Charlotte pour la ceinture. Ils ont fait ça parce que c'était. Qu'ils fassent ça à Raw. Ils ont fait ça à ce Raw-là parce que c'était le premier Raw du nouvel ère du brand extension. Fait que fallait qu'elle s'abrasse un peu. Honnêtement, j'ai pas encore écouté, mais je le savais par contre qu'il y avait eu un échange de titres. Ouais. Ah, mon cher Facebook. Yes, on t'aime pareil. Bon, next. Les Wyatt, donc Bray Wyatt, Braun Strowman, Eric Rowan, versus The New Day, Kofi Kingston, Biggie Langston et Xavier Woods. Et ce que j'ai à dire, c'est Welcome back Wyatt. Sérieusement, je suis forcé de te donner raison. Ouais. On avait 5 bons lutteurs dans ce match-là. Oui. J'avais des craintes sur Eric Rowan, mais même Eric Rowan a très bien travaillé. C'était vraiment bien ce qu'il a fait. Oui. Et c'était impeccable ce match-là. J'avais peur qu'il se fasse fuck-upper. Puis comme je disais, qu'on ait comme juste 3 bons lutteurs dans le match. Et finalement, pas du tout. Le match était très bien. Eric Rowan a du potentiel, mais on va le dire à 3, 2, 1. Braun Strowman, t'as pas suivi. Non, j'ai pas suivi, je savais pas où tu t'en allais. Non, t'allais le dire. Mais bon, Braun Strowman. C'est ça. Non, on va zézéter. Mais non, c'est ça. Moi, en tout cas, la chose que je retiens de ce match-là, et que vraiment je mets un très gros accent là-dessus, depuis qu'on fait des podcasts que je dis, j'adore les matchs qui racontent une histoire.
Absolument! Et que tu vois vraiment l'histoire et le théâtre se dérouler devant toi. Et je me dois... Je vais donner 2 étoiles pour ce pay-per-view-là. Je me dois de donner une étoile à ce match-là. Ben oui. Parce que Wyatt et Woods ont été impeccables sur ce niveau-là. Ouais. C'était fou. J'étais comme, c'est la première fois pratiquement depuis que Bray Wyatt est là que je vois réellement ce que je veux voir d'un adversaire qui affronte Wyatt. Woods était impeccable. C'était vraiment génial. Et encore là, tu sais, t'as Woods qui a peur, qui freeze dans le ring. Et là, évidemment, t'as ses coéquipiers qui font comme genre, bon, on va prendre ta place. Puis genre, il aime comme pas ça, pareil, de se faire dire, en gros, genre, retourne en arrière des cordes parce que t'as trop peur. Il se force à retourner dans le ring. Il a encore un peu la chienne, puis tout le kit. Là, il voit ses partenaires qui sont en train de se faire détruire. Et puis là, revient un peu plus tard encore. Ouais, il devient papa de Sitterman. Exact. Il fait comme genre, il n'a plus peur de rien. Il va encourager de main, puis c'est let's go. Et oui. Mais encore là, jusqu'à ce que Wyatt se mette à faire son Spider Walk. Et là, whoops! C'est de la belle psychologie. C'était excellent. C'était un des matchs les plus beaux théâtralement parlant que j'ai vu dans la dernière année. Et sérieusement, je me dois de leur donner une étoile pour ça. J'en veux plus. Non, c'était J'espère que les prochains adversaires de Wyatt vont conserver cette attitude-là. C'est ça, Bray Wyatt. C'est ce que c'est supposé d'être. C'est supposé d'être quelqu'un dont t'as peur. C'est pas supposé que tu fais juste comment c'est un freak, c'est un Hillbilly Jim, c'est un... What? Non. Pour te faire peur. God, oui. Donc, honnêtement, ça là-dessus, genre, c'était super. La fin du match, comme je disais, était impeccable. Encore une fois, un peu dans la même direction que le match de filles. Manque d'originalité, manque de moves impressionnant. Donc, je me dois de donner juste 8 sur 10 à ce match-là aussi. Écoute, moi, j'ai tendance à dire que ça mérite beaucoup plus qu'un 8 sur 10 à mon avis. Du fait que la psychologie, l'histoire racontée, il y avait plus de viande autour de l'os. Qui plus est, avec Eric Rowan qui a fait des belles choses. Ok, dans ce cas-là, t'avais peut-être un peu les attentes qui étaient basses. Biggie Langston m'a fait vraiment peur. Mais ça, la peur, on va en parler un petit peu plus tard également dans le podcast aujourd'hui. Quand il a fait son Spear to the Outside à Braun Strowman. Oui, non, il a pas mal tombé sur le coup en bas du ring encore une fois. Un peu dans ouais. J'étais comme ouf. On a eu beaucoup de chutes sur le coup durant ce pay-per-view. Là. Ouais. On en reparle plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, écoute, Braun Strowman, il a quand même démontré qu'il n'y avait rien à faire avec lui. Désolé. Eric Rowan, j'ai confiance et j'étais même convaincu dans le fond de toi de dire que Eric Rowan, il avait le potentiel. Il avait un certain potentiel. Moi, tout ce que j'espère à partir de là, c'est qu'à SmackDown, on ait un Luke Harper qui arrive et qui reforme la vraie Wyatt Family. Oui. Et que Strowman réussisse à faire quelque chose à Raw avec. J'ai pas grand espoir là-dessus. Il va faire main event. Si jamais c'est le cas, c'est comme... Et encore. Tant que c'est pour se faire péter à la gueule par Brock Lesnar, c'est correct, là, mais... Je pense que je pense que même Brock, il voudrait pas rien faire avec. Parce que tu l'as vu au Rumble, Braun Strowman a peur de Brock. Oh, oui, totalement. Avec raison. Chris se dit, je veux dire, tu mesures quasiment 7 pieds. Si c'est pas 7 pieds, tu pèses comme 350, 360 livres. Genre, puis tu décides que tu veux pas suivre sur une German suplex, puis le gars, il te lève pareil, là. Je le comprends d'avoir lâché. Ça, faut donner ça à Brock. Sérieusement, je vais toujours me rappeler au Royal Rumble quand genre Strowman voulait pas suivre, puis qu'il s'est tanné, puis qu'il a pas dit Strowman et il l'a levé lui-même. Fuck off, German suplex. Dans ton cul, Strowman. C'était juste comme holy shit. Ok. 385 livres en passant.
Mon Dieu. Ben, c'est ça, quasiment 400. Mais non, c'est ça. Je veux dire, oui, c'est une pièce d'homme, ce gars-là, mais c'est... Oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. On passe au prochain match. On passe au prochain match, que là, ça commence à être les combats... les combats en dormant. Je m'explique. T'as eu... Battleground 2016 a eu l'avantage d'avoir de très bons débuts, un milieu faible, sinon sauvé par un autre combat. Puis les deux derniers combats étaient excellents. Fait que là, on va parler de Rusev qui a défense sa ceinture contre Zack Ryder. Lana était-tu belle, il y a qu'un peu colisse. C'est rare que je dis ça de Lana. D'habitude, c'est toi qui le dis, mais là, cette fois-là, Lana était belle en crise. Et Lana a également eu beaucoup de charisme. Elle a été capable même si elle s'est fait superbement aimer par la foule, c'est énormément, là, elle était capable de se faire haïr par la foule. Elle utilise bien le fait qu'elle est fiancée. C'est merveilleux la manière qu'elle a surtout, elle l'a dit en plus littéralement. Genre vraiment, genre, et mon fiancé, futur mari, ce qui veut dire que seul lui peut m'avoir. Et là, t'entends la foule majoritairement masculine, un gros bouh. Non, c'était merveilleux. Génial, écoute. Donc, je te laisse continuer avec ce que tu allais dire parce que je t'ai interrompu. Ben, plus ou moins, en fait, que je pense que ce que tu m'as dit, ça complétait ce que j'étais en train de dire. Écoute, je trouve juste dire que comme je dis, c'est un des combats. C'était un combat qui était en fait correct. Tu vois qu'il n'y avait pas tant de chimie que ça entre les deux, malheureusement. Je sais pas quoi dire à propos de c'est à cause de qui ou c'est à cause de quoi, parce que c'est aussi parti du fait que Zack Ryder est dans la vraie vie un goofball, puis il était un petit peu pas assez sérieux dans ce combat-là. Moi, c'est un petit peu l'affaire qui m'a dérangé, mais le match lui-même, écoute, la seule affaire qui était bonne en tant que telle, c'est comment que Rusev a fait The Accolade sur Ryder. Oh oui, c'était parfait. Ça, c'était monstrueux. C'est ce que tu avais demandé. Et calique, man, c'était... Oh my God. Je maintiens que Titus, même s'il est grand, il aurait pu le manger comme ça, pareil. Genre, c'est sérieusement, non, t'as juste besoin d'être sur tes genoux puis d'être un minimum flexible des genoux. Non, c'est ça, c'est pas si pire que ça, mais Titus a visiblement peur et il aurait juste comme dû le pratiquer, en fait, dans le pire des cas. Ben, ouais. Puis, parce que Zack Ryder s'est quand même donné... Moi, ce que je retiens aussi, c'est que Zack Ryder s'est quand même donné dans ce combat-là, mais j'ai quand même l'impression que c'est le genre d'effort qu'il investit et que ça donne pas les résultats que ça devrait donner. D'autres temps, ça donne pas... comment dire? Ça donne pas... il met beaucoup d'efforts, mais ça donne pas ce qu'on veut que ça donne. Honnêtement, moi, j'avais des craintes face à ce match-là. Je savais pas comment m'attendre exactement. Et toi aussi, tu avais des craintes à savoir. Tu avais peur que le match dure 6 minutes et que ce soit un squash. Finalement, Zack Ryder s'est très bien défendu, moi, je trouve. Puis oui, il a peut-être pas donné 100% de sa personne, mais il a donné... Il a essayé. Il a donné... C'est ça. Puis il a donné beaucoup plus que ce que je m'attendais. Moi, la grosse question que j'ai à te poser. Oui. Pourquoi, quand tu affrontes Rusev, tu dois absolument devenir un American Hero? Sérieux, Titus O'Neil c'est fucking rhétorique, cette question-là, en fait. C'est comme... Titus O'Neil est rentré au ring à un moment donné pour son deuxième match contre Rusev, habillé en All-American avec le chapeau haute forme American, let's go. Oh, mais ça, c'était pour le 4 juillet. Même là, genre, c'était-tu nécessaire? Il fallait absolument que ce soit contre Rusev. Hein? Puis là, Zack Ryder, même affaire. Genre, il arrive avec son suit. Ok, c'était cool à la Randy Savage, mais
rouge, blanc, bleu, let's go, USA, puis toute la quête. Je suis Ouais, mais comme, oh, l'Ivoire, c'est pas nécessaire. ça, c'est une mini-propagande parce que WWE, c'est rené par des républicains et c'est donc rené par des têteux de Donald Trump. Ok. Mais peu importe, Non, sérieusement, c'est... je Pour ne trouve vraiment pas que c'est nécessaire. c'est effectivement, pour nous autres qui sont plus d'une perspective canadienne, on trouve que en fait le patriotisme, ce genre de type de patriotisme est plus à tendance raciale que c'est à tendance de fierté. C'est drôle parce que t'as John Cena qui a fait une pub récemment, c'est une 40 de pub, qui disait que ça n'a pas d'importance que tu sois d'origine iranienne, d'origine haïtienne, d'origine chinoise, d'origine whatever. Si tu es en Amérique et que tu contribues à la société, ben tu es un Américain. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la terre d'opportunité. Et encore une fois, peu importe que tu sois gay, lesbienne ou même transgenre. Euh, même transgenre. Si t'es fier, si t'es fier en tant qu'être humain, donc t'es un Américain. Ça, c'était en gros son speech. C'était un speech brillant sur le 4 juillet de John Cena. Tu sais? Oui, puis ça devrait pas être juste une question d'Américains, ça devrait être de même partout, point. Exact. Et tu sais, là-dessus, en tout et partout, c'est quand même un beau message que Cena a apporté. Maintenant, maintenant, est-ce que ça justifie que les Zack Ryder et Tyson Hill et prochainement le Mojo Riley de ce monde doivent se dire on est pro-américain pour avoir la foule de ce côté. Moi, je trouve que c'est plus cheap que de la cheap eat avec Mick Foley. Parce qu'il n'y a pas de travail derrière ça. C'est Rusev, fait qu'on va mettre américain, puis la foule c'est sûr qu'elle va prendre pour moi. Au lieu de faire de hey, je suis Zack Ryder. Non, je suis lutteur qui se déguise en pro-américain numéro 38. Exact. Pour ce qui est de. En tant que tel, j'ai perdu mon idée. C'est à mon tour de perdre mon idée. Oui, je suis une mauvaise influence sur toi, je suis désolé. Mais peut-être que ça va te revenir, peut-être que l'idée va te revenir avec ce que je dis. C'est que Zack Ryder et Rusev, en plus, dans sa naïveté, il a pas été trop destroy, ce qui est une bonne chose, parce que c'est... Ça sert à quoi d'être destroy? De nos jours, être destroy pour la lutte, c'est une perte de temps. Le public déteste ça. Surtout en pay-per-view lorsqu'ils payent 100$ le billet en moyenne, c'est pas plus, pour voir un spectacle, pour voir des gars qui veulent se donner puis qui s'étendent à se donner. Et ça, même si les gars au pouvoir de la pub, c'est des idiots ou pas, et ils le sont, parce qu'ils savent pas c'est quoi être dans une vraie bataille de leur vie. Tu sais? Fait que de voir que Rusev visiblement, Rusev et Zack Ryder avaient plus de liberté qu'en temps normal. C'est pourquoi il n'y a pas eu de gros squash. C'est pourquoi je pense que Rusev a compris. Ben, si Zack Ryder me donne son trou, mais je suis capable de le vaincre pareil, en fait, je parais plus fort. Puis Zack Ryder paraît pas si faible que ça. Parce que même si j'ai la victoire, ben au moins Zack Ryder a fait du mieux qu'il pouvait pour essayer de me battre. Même si ça n'a pas réussi, au moins il a essayé. Par le fait qu'il a essayé et que j'ai capitalisé, et ben ça me rend plus fort justement parce que j'ai malgré tout battu un adversaire qui a donné son tout. Exactement. Mais ça, c'est psychologie 101 de lutte que même plusieurs propositions indépendantes n'ont pas encore compris, que possiblement ne comprendront jamais, et que c'est pour ça que plusieurs fédérations indépendantes qui sont considérées comme étant de la poubelle. Et ça ne devrait pas. Sinon, pour ce qui est de mon idée, elle est effectivement revenue. Tu parlais de Mojo Riley, puis du fait que le fait que justement Titus O'Neil Zack Ryder ait fait justement le True American, puis que possiblement Mojo Riley. Mojo Riley, ça serait surprenant que ça arrive, parce que là, ce qui arrive, c'est que Rusev est à Raw, puis les deux autres sont à SmackDown. Donc, ça serait quand même surprenant que Mojo aille le faire. Je suis quand même très content du fait justement que Mojo soit venu aider son partenaire. Et moi, honnêtement, Mojo, je ne le déteste pas. Non. Je trouve, au niveau du personnage, c'est un des rares à avoir autant d'énergie
presque, parce que de dire que tu as autant d'énergie que la personne que je vais nommer, c'est presque... Impossible. La personne va se retourner dans sa tombe. Mais sinon, c'est quand même le lutteur qui a la gimmick du hype, qui a le plus d'énergie et qui la maintient le mieux au cours de son match que Ultimate Warrior. Oh shit! Sérieusement, c'est peut-être le seul lutteur Ultimate Warrior qu'on pourra jamais accoter au niveau de l'énergie. Mais Mojo, il est presque là. Moi, je te dirais que Mojo est supérieur. Ah ouais? Oui, parce que Ultimate Warrior, Jim Elwick courait autour du ring, toute la patente, il brassait les cordes, tout là, puis il était blow-off après avoir brassé les cordes, tu le voyais. Tu voyais lever son bras, mais tu voyais qu'il cherchait son air. Ce qui n'est pas le cas de Mojo Riley. Ah, ça, je te l'accorde. Mais sinon, comme je dis, Mojo Riley, il y a un réel potentiel et vraiment, j'espère qu'ils vont continuer l'équipe de Hype Bros parce que il y avait vraiment quelque chose de bien. Oui, il y a quelque chose de bien. Quand ils travaillaient à la NXT ensemble. Oui, absolument. Puis, moi, honnêtement, comme je dis, je déteste pas Mojo Riley. Mojo Riley a le potentiel, si on lui donne une chance et qu'on le construit bien, d'être un futur main eventer. Il n'a pas eu l'occasion de l'être à la NXT parce qu'ils l'ont immédiatement mis en tag team, mais il y a un potentiel. Le gars a une bonne lutte quand même et quand même est capable d'apporter quelque chose de bien dans la ring. Donc, sérieusement, moi, je souhaite que Mojo Riley ait un bel avenir à SmackDown. On verra bien. Donc, ce match-là. Puis sinon, pour ce qui est de ce match-là, comme je disais, moi, je donne 8 sur 10 aussi à ce match-là. C'est généreux, je trouve. Mais c'est correct. Honnêtement... Pour l'effort de Zack Ryder, j'imagine. Puis également le professionnalisme et l'humble. Je connais pas d'adverbe pour être humble. Mais le penchant humble de Rusev de mettre Zack Ryder over comme étant potentielle menace, même si, je te dirais, 295 jours par année, Zack Ryder, c'est un jobber de première. Exact. Puis je veux dire, tout était cool. Il n'y a pas eu de fuck-off, tout était bien exécuté, tout était super bien fait. Et le finish, mon gars, tu me rentres l'accolade comme ça et je bave. Je veux que ça soit comme ça à chaque fois, l'accolade. C'est merveilleux. Ça le distingue des 8000 moves qui ont le même nom, que ce soit le Steiner Recliner, que ce soit n'importe quel. Il y a tellement de noms pour ce move-là, ça n'est stupide. Et là, lui, de la manière qu'il rentre, quand il rentre comme ça, Rusev, ça fait vraiment original, ça a l'air de faire mal, et puis genre, tu le regardes, puis t'es comme, ok, oui, tape s'il te plaît, genre, ça a pas l'air le fun d'être pris là-dedans. Donc, sérieusement... Ça met le move de Rusev over, ça donne tellement une nouvelle perspective. Exactement. Donc, c'est pour ça que je donne 8 sur 10 à ce match-là, donc égal avec les deux autres précédents. Et encore une fois, l'effort était là, mais je suis obligé de dire que c'est un des combats faibles de la soirée, mais il va y avoir des combats plus faibles dans le courant de la soirée. Faites-moi confiance. Et maintenant, on est rendu au moment, je pense, que tu avais hâte de discuter, toi, Richard. Out! T'as-tu dit out? J'ai dit out. Je viens de te l'appeler, c'est H-A accent circonflexe T-E. Je vais faire mon Stone Cold Steve Austin. What? H-A accent circonflexe T-E. What? Tu avais hâte. Exact. T'es excité. Très. T'es même quasiment, pour ne pas dire que t'es bandé à vouloir parler de ce combat qui est opposant Sami Zayn à Kevin Owens. Qu'on a quand même énormément vanté. On a donné énormément de louanges pour ce combat-là. C'est comme si même si c'est pas important, dans le sens que il n'y avait pas besoin de nous pour expliquer l'importance de l'envergure de ce combat-là. Et que dire de plus que ça l'a proposé, ça l'a livré la marchandise et plus encore. Comme dirait Jocelyne Le Tendre, ce match-là, il était flabbergasté dans le dash en tabarnache. Ce match-là, c'était wow! Radio Enfer, mesdames et messieurs.
Sérieusement, Sami Zayn et Owen ont encore prouvé que ces deux-là sont juste faits pour lutter ensemble. Il y a une chimie hors du commun entre ces deux-là. Oui, ça fait 16 ans qu'ils se connaissent, mais honnêtement, je connais des lutteurs qui ont lutté ensemble durant 16 ans et qui avaient moins de chimie que ces deux-là. Non, c'est clair. C'est juste fou, incroyable à voir. Ces deux-là, là, c'est un peu comme chocolat puis vanille. Puis, Oui. genre, s'il y en aurait un troisième, je dirais fraise pour faire comme la napoléonaise. Mais là, on va dire Napolitaine. juste vanille. Ouais, napolitaine. Mais là, je vais dire juste chocolat vanille parce qu'ils sont juste deux. La fraise, c'est l'arbitre. C'est exactement ce que je pensais. Tu lis dans mes passés. Parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, le combat aurait été beaucoup moins crédible en tout et partout. Je suis sûr que C'est même très sans important, arbitre, l'arbitre. ce match-là aurait été bon. Ça aurait juste été Là, à ce comme moment-là, ça aurait été comme un combat un à finir, fight. un combat à finir, comme dans le film Knowles Bar entre Hulk Hogan et Zeus, mais ça... Quand As-tu vu le film, toi, Knowles Bar avec Hulk Hogan? Son premier film, d'ailleurs? je pense pas. Oh, Je suis pas God. sûr, mais je pense pas. Les films que je me rappelle le plus de Hulk Hogan, c'est surtout Blue Thunder, ça se peut-tu? Ah, mes Le sympathies. film avec le requin puis tout ça, là. Ah, En tout cas. mes sympathies. C'est ça, moi, Puis, dire. puis l'autre, c'est Commando, ça se peut-tu? Ouais, Commando. Celui-là, je m'en rappelle Comme surtout à cause Suburban de Commando. Undertaker. Suburban Commando et The Undertaker qui avait une voix comme ça! Mais non, je comprends pourquoi vous ne parlez pas. Tu es un homme mort, Ramsey. C'est pas mal, ça. C'était effectivement ça. Fait que bon, écoutez, on a quand même réussi en 2 minutes d'impliquer, d'associer Sami Zayn et Kevin Owens à Hulk Hogan et Undertaker. C'était un combat de qualité, c'était un combat qui a livré plus que la marchandise, c'était un combat qui c'était le ton de la nouvelle génération de lutte, ce que sera ce que sera le futur de la lutte. Owens et Zayn l'ont bien démontré. Zayn et Owens, c'est probablement les prochains Shawn Michaels et Undertaker, les deux qui vont avoir les plus grosses carrières, le plus gros charisme. Zayn en a moins que Kevin Owens. Je sais pas. Peut-être Ça. juste parce qu'il est moins à l'aise. Genre, Kevin Owens a clairement plus une grande gueule, puis il sait comment attirer l'attention. Sami Zayn est un petit peu plus en arrière-plan, puis il va plus shiner au niveau de sa lutte elle-même. Effectivement, Sami Zayn, c'est le meilleur, c'est le meilleur côté lutte entre Kevin Owens, pardon, contre Kevin Owens. Ce qui quand même veut dire beaucoup parce que Kevin Owens a quand même une lutte assez solide. Oh, oui, totalement. Quand il y a eu le premier match, et j'en avais parlé durant le dernier pay-per-view, il nous avait offert un match qui respirait la suite. Il avait donné un très bon match, que j'avais donné 8.5 de mémoire, mais on le sentait qu'il était pour avoir une suite, que ça pouvait pas finir là, puis qu'il avait fait exprès de juste se retenir légèrement pour être sûr de garder le jus pour la fin. Puis sérieusement, s'il y a à avoir un troisième match, ce qui risque d'arriver à SummerSlam, parce que là c'est 1-1, c'est sûr que c'est une rivalité à finir à SummerSlam. Sérieusement, je me demande jusqu'à quel point je vais juste comme être sur le cul en regardant ce troisième match-là. Ben écoute, voilà de même. Si AJ Styles et Christopher Daniels ont réussi à émerveiller la foule après 300-400 combats, là. Ah, mais reste que le meilleur, c'était le Triple Threat avec Samoa Joe en plus. Pour la X-Division Belt, sérieusement, s'il y a un Triple Threat que vous devez voir, là, je parle aux fans, aux vrais fans, là, vous voulez voir, pour moi, le meilleur Triple Threat match qu'il n'y a jamais eu. TNA, X-Division, Samoa Joe contre AJ Styles contre Christopher Daniels. Je pense que c'était d'ailleurs le premier pay-per-view qui s'intitulait Destination X. Possible. Dans le temps que le tennis c'était bon. Oh, totalement. Ça, Je vais juste c'est en dit. parler, là, puis tu verrais mes bras, là, j'ai des frissons, câlisse. Oh tabarnouche. Ça te dit à quel point ce match-là, juste fermer mes yeux puis voir les images, je suis sur le cul. Est-ce que tu as eu les mêmes frissons avec en voyant Sami Zayn contre Kevin Owens à Battleground? Pratiquement. Moi aussi, pratiquement. C'était à ce point-là un excellent combat. C'était deux passionnés qui étaient au sommet de leurs arts et qui démontraient qu'ils étaient au sommet de leurs arts. Fait qu'on les aime ou qu'on les déteste,
qu'on ait ri d'eux ou qu'on leur ait léché le cul, ces deux gars-là, ils sont ce qu'ils sont. Ces deux gars-là méritent leur réussite. Oh oui. Ce match-là, un seul fuck-up. Un seul fuck-up majeur, par contre, j'ai eu extrêmement peur, tout comme toi. Sami Zayn, quand il a essayé de faire son Springboard Moonsault, ouais. et qui, une fois qu'il est tombé assis sur la troisième corde, en gros, pour ceux qui ont déjà vu Move, habituellement, une fois que tu atterris sur la corde, il y a clairement un élan vers l'arrière, puis il y a vraiment la rotation qui se fait. Puis d'habitude, c'est très fluide. Mais cette fois-ci, surtout Sami Zayn. Ce gars-là a dû faire ce move-là 2000 fois minimum dans sa carrière. Minimum. Puis c'est juste... ça arrive toujours une fois de temps en temps. Il rebondit, et on le voit très bien qu'il rebondit totalement à 90 degrés. Il rebondit pas vers l'arrière. Il retombe sur la troisième corde, bascule vers l'arrière, et j'étais sûr qu'il venait de tomber sur le cou tellement qu'il est mal tombé sur l'épaule. Moi, j'étais là devant ma TV, puis j'étais là. Non. Il fait probablement fucking mal pour lui aussi. Non, j'avais la chienne. Puis ici, on parle puis on prend pour les épaules, mesdames et messieurs. Kevin O. Ici, on parle d'un gars, moi, qui a l'épaule droite hyper extensionnée. L'épaule gauche est un petit peu plus fort, mais j'ai aussi eu une blessure à cette épaule-là. Mon épaule hyper extensionnée a quand même pas pu récupérer. J'ai regagné de la force, heureusement. Croyez-moi, avoir l'os de l'épaule s'éloigner de son point d'origine à peu près, je vous dirais, 3-4 pouces, ça fait pas de bien. Non, clairement pas. OK? Fait que chaque fois que je vois quelqu'un qui se blesse l'épaule, comme Sami Zayn a fait, c'est à ce point-là que j'ai eu mal pour lui. C'est pas tant parce que ça m'a rappelé la fois que moi-même j'ai eu mon épaule qui était 3-4 pouces en arrière de mon omoplate, quasiment. Mais également le fait que Sami Zayn, quand il s'est blessé à l'épaule, ensuite il était allé affronter Cena avant de totalement rétabli. Puis à son entrée, il se reblesse l'épaule. Oh, il s'est aggravé la chose pendant qu'il wavait comme un malade. Alors, c'était quelque chose. Heureusement, Kevin Owens a bien réagi. Ouais, et il l'a rattrapé juste suffisamment pour pas que ça soit pire. Donc, c'est au moins ça. Puis par la suite, moi, personnellement, deux spots que j'ai juste comme fait « Holy fucking shit! » Kevin Owens, je te respecte tellement. Je ferais les moves que tu fais parce que je suis un hostie de malade mental quand je suis dans un ring. Puis, mais tabarnouche... Ça reste encore à prouver, ça. Oh là là, sérieusement, je veux dire, tu sais pas à quoi je ressemble dans un ring de lutte si tu dis ça. Sérieusement, j'aime ça, faire des moves un peu risqués, borderline très risqués. Parce que juste j'aime ça me péter à la gueule. C'est con à dire là. Ah non, non. C'est le credo des lutteurs, on aime pas se péter à la gueule, qu'est-ce que tu veux. Exactement. Mais sérieusement là, le Brainbuster sur le apron. Juste oh my god. J'avais mal pour Owen, j'étais comme Zayn l'aurait mangé. Je veux dire, il pèse 220, 230 livres. Qui ça, Owen? Non, Zayn. Zayn, 190 facile. Ouais, en tout cas, clairement, il est plus petit. Je veux dire, ça aurait eu peut-être moins d'impact. Mais là, c'est Kevin Owens à 280 livres qui mange un Brainbuster sur le apron du ring. Je le répéterai jamais assez. La partie la plus dure du ring, ça devait être tellement pas confortable. Non. Mais sérieusement, ça, puis j'étais juste comme wow quand il a mangé à 2 reprises en plus la double exploder suplex. Vraiment Kevin Owens qui mange une exploder suplex et qui se relève tout de suite et qui arrive pour faire une close line à Sami qui dodge et qui en refait une deuxième, qui enchaîne les exploders. J'étais juste comme oh my god, c'est déjà dur à manger là t'en manges 2 là, t'es déjà étourdi parce que tu viens d'en manger une.
Ça devait tellement pas être agréable. Sérieux. Puis la fin était magnifique. L'émotion était là avec ce que Sami Zayn a fait après avoir fait son premier Aluda kick. Il relève Kevin Owens, le regarde dans les yeux et juste comme non, c'est pas assez. Le remet dans le coin, repart et refait un deuxième kick. J'étais juste comme c'est parfait comme fin. Ce match-là, malgré le fuck-up, je donne 10 sur 10. Oh, un score parfait. Ah, wow. T'es ambitieux, t'es ambitieux. Je me demande comment ils vont réussir à one-upper ça à SummerSlam. Ils vont le faire. Ils vont réussir, c'est ça qui est le pire. Parce que ça, c'est pas nécessairement leur meilleur match, mais pour ce que tu as présenté à la WWE, ça, c'est effectivement, c'est assez pour l'instant. Écoute, il y a pas rien qui va topper leur combat à Ring of Honor quand que Jericho a vaincu Kevin Steen pour la ceinture mondiale là 3-4 ans. Ça va être très très tough à battre. On verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Mais l'avenir pour l'instant nous réserve un combat que je ne pense pas qu'on va parler très très longtemps. Natalya versus Becky Lynch. On a fait l'erreur, je pense, toi et moi, d'avoir trop confiance en ce combat-là, mais... Moi j'ai l'impression que le problème, c'est surtout que c'était Natalya qui ne voulait rien donner à Becky Lynch. Mais rien donner à Becky Lynch. Moi, personnellement, j'ai pas aimé l'espèce d'attitude qu'elle a essayé de se donner. Je sais que t'es une heel, Natalya, mais Natalya, t'as tellement une belle lutte, puis t'as tellement comme une technique rough que t'as pas besoin de faire ta fendante, de faire des pauses, puis tout le kit. Laisse ta lutte déterminer que t'es heel. Elle a l'air d'une sauvage. Quand tu fais tes soumissions, crains comme si tu voulais y arracher une jambe pour de vrai. Quand tu fais tes moves, rentre-les comme si tu voulais y casser le cou. C'est tout ce que tu as besoin de faire, Natalya. C'est ton rôle en tant que tel à la WWE. T'es peut-être pas la femme forte, parce que reste que Nia Jax va fitter plus dans le rôle de la femme forte, puissante, indestructible. Mais quand même assez fort, Natalya. Ben, elle l'a souvent démontré. C'est supposé d'être la fille de l'homme fort de la Hart Foundation, Jim the Anvil Neidhart. Juste, anyway, t'as fait le Hard Dungeon, t'as pas le choix d'être forte. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix d'être forte pis tough. Fait que juste pour ça, c'est clair que Natalya, elle est forte, puis comme je dis, endurante et tout. Mais comme je dis, j'étais pas convaincu par l'espèce d'attitude qu'elle se donnait. Becky Lynch m'a déçu. M'a laissé tomber dans ce match-là et je suis triste parce que j'ai peur que ça fasse en sorte justement qu'on la relègue vraiment à un lower card. Oui. Ce qu'elle ne mérite pas nécessairement. Elle faisait beaucoup mieux à l'NXT. Je ne sais pas pourquoi ça l'a donné ça, mais en tout cas, c'est juste triste. Malgré tout, je leur donne deux choses. On avait vraiment deux guerrières à l'œuvre. Les femmes vraiment là, se battaient, voulaient vraiment que ça paraisse le plus réel possible. Mm-hmm. Donc ça, je leur accorde. Et le match a été en général très classique, très technique. Peut-être trop, justement, ce qui fait exactement. que... Parce que, écoute, c'est sûr que c'est très utile de topper un combat comme Sami Zayn et Kevin Owens, mais les gens sont assez respectueux pour comprendre que Sami Zayn et Kevin Owens c'est une catégorie, puis Natalya et Becky Lynch c'est une autre catégorie. Oh, exactement. Ce match-là, personnellement, j'ai donné 7.5 sur 10. C'est la note la plus basse que j'ai donnée jusqu'à maintenant. T'es-tu sérieux? Oui. Wow, puis encore là, je trouve que donner ce match-là 7.7 sur 10, c'est quand même généreux de ta part. 7.5. 7.5 ben, en comme plus. Je dis, j'ai toujours dit que ma note moyenne, pour moi, c'était un 7 sur 10. Un 7 sur 10, pour moi, c'est un match qui passe. T'sais. La note de passage, c'est 7 sur 10. Donc, si je te donne 7 sur 10, c'est que tu as fait une belle job, mais ça s'est arrêté là. Mais comme je dis, j'ai quand même aimé le fait que je voyais vraiment des guerrières dans le ring. Et ce que j'ai vu était très beau. Il n'y a pas eu de fuck-up et c'était bien. Donc, c'est pour ça que je donne quand même un petit point 5, 7.5. Mais pour moi, je trouve que c'est le match le plus faible de la soirée. Ah, moi j'ai un match. En fait, c'est le deuxième match le plus faible de la soirée. On y vient au match faible. Là. On y revient justement. Mais non, moi, ce combat-là m'a énormément déçu. Oh oui, c'est une déception, ça c'est clair. Mais pas autant que The Miz versus Darren Young. Mais ça, c'est parce que
J'avais déjà des attentes basses personnellement sur ce combat-là. J'avais déjà que ce combat-là, ça allait pas... ça avait sa place juste parce qu'il y avait un combat de championnat. Mais... Personnellement, j'ai pas été ultra convaincu. Non plus. Darren J'ai Young, même pas le goût d'en parler tant que ça, tellement que ce combat-là, c'était mal foutu. Puis écoute, quand c'est rendu que la foule a chanté boring tout le long du combat, tu sais qu'il y a un problème. Oh, oui, mais Mais c'est pas la première fois en passant que les gens chantent boring dans un combat qui implique The Miz. Ça, c'est clair. Darren Young, j'y donne quand même le fait qu'il a donné une meilleure performance que ce que je m'attendais. Je m'attendais à moins de lui. Il a quand même donné une bonne performance. Mais, je veux dire, le match avait un rythme bizarre, les moves étaient très carrés, puis la fin, c'était weird. J'ai pas apprécié la fin. C'était vraiment... Bob Backlund, garde ta chemise, s'il te plaît. C'était pas beau. 6.5 sur 10. Next, pour quelque chose de justement qui est, pour pas faire un jeu de mots, l'antithèse du combat précédent, ce qui veut dire on part d'un combat de merde à quelque chose de juste génial. Mm-hmm. On parle ici de John Cena, Enzo Amore et Big Cass versus The Club. On va commencer avec Enzo Amore qui a démontré qui est sûrement le meilleur parleur de la WWE présentement. Il l'avait pas déjà prouvé. Il l'avait prouvé à NXT, mais à ça il est dans la cour des grands, puis il prouve que même dans la cour des grands, il y a personne qui peut le toucher. Remarque personnellement, si tu mets lui et CM Punk ensemble, j'aurais de la misère à choisir. Dans sa voix, Enzo Amore a plus de personnalité, mais CM Punk a plus d'articulation. Probablement, moi je dirais CM Punk probablement plus à l'aise et naturel, tandis que Enzo, lui, ça reste carré. Ses punchlines sont très bonnes, puis toute la kit, ça sort bien, puis le personnage est là, tout est parfait. Puis je veux dire, c'est comme j'ai dit à plusieurs reprises, Enzo Amore, pour moi, avec Big Cass, c'est les nouveaux New Age Outlaws. C'est les premiers capables d'avoir une réplique de la foule comme ça, et tout et tout. Mais ça reste que contrairement à un CM Punk qui était très naturel et très à l'aise, tu avais l'impression qu'il prenait le micro et qu'il faisait tout le temps dire juste ce qui passait par la tête. Enzo, lui, c'est plus carré. C'est pas scripté nécessairement, mais c'est plus carré. How you doing? Ses punchlines sont prévues, il sait ce qu'il va dire, il sait où est-ce qu'il s'en va avec ses trucs. Donc, c'est juste deux manières très différentes de travailler son texte. How you doing? Sinon, pour ce qui est du match lui-même, on a eu vraiment une très belle performance de tout le monde. Oui. Tout le monde a donné du sien. Tout le monde a été capable de faire de quoi de très positif dans ce match-là. Tout le monde. Sérieusement, on a été gâtés par ce match-là. Oh mon Dieu, oui. Mais vice-versa, ça pouvait juste pas accoter Zayn et Owen. Mais quand même, c'était vraiment, vraiment solide pareil. C'était super agréable comme combat. Perso, je suis au point où c'est que j'ai de la misère à choisir qu'est-ce que je préfère, Zayn et Owen ou Cena, Big Cass et Enzo versus The Club. Et ensuite, c'est là que je rappelle un thème récurrent que j'ai commenté, mesdames et messieurs. On a affaire à quel type de combat? Zayn et Owen, c'est parce que c'est le futur, tandis que le 3 contre 3, c'était quelque chose... Comment je peux te dire ça? C'était quelque chose j'ai goût de dire extraordinaire, mais c'est ça. Lui, il était plus basé sur le divertissement de divertissement qu'avoir une guerre à finir, tandis que Sami Zayn et Kevin Owens, c'était une guerre qui continuait en plus de ça, qui devait prouver nous sommes le futur. Fait qu'il y a eu beaucoup de différences à côté, raconter une histoire en tout et partout. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est les 6 lutteurs, représentent le présent. Le présent, je veux dire. Mais ça, c'est drôle de considérant que John Cena, il approche de la quarantaine, mais il faudrait que AJ Styles aussi approche de la quarantaine. Mais quand même, il y a eu une belle lumière autant sur les vétérans que sur
si on veue, les plus jeunes, ouais. En tant que tel, tu parles de John Cena, puis je veux dire, John Cena nous a probablement jamais offert des aussi belles performances qu'il nous offre depuis un an. Là. Je veux dire, quand on pensait que Cena était, entre guillemets, au sommet de son art, puis qu'il serait jamais capable de faire mieux que ce qu'il faisait, puis que ce qu'il faisait, ben, c'était de la merde, ben, je veux dire, là, il est capable d'impressionner. Depuis, comme je dis, même je dis un an. En réalité, c'est surtout parce qu'on le remarque plus depuis un an, parce qu'il a affronté des gars comme Kevin Owens, comme Cesaro, etc. Mais, je veux dire, depuis peut-être, justement, sa rivalité avec CM Punk, il y a vraiment une ouverture, puis Cena vraiment se donne d'une autre manière. C'est plus juste une question d'offrir une performance à la foule, c'est vraiment d'offrir un bon match à tout le monde et à son adversaire. Moi, c'est mon impression sur Cena, en tout cas. Pour ce qui est dans le général, tu as totalement raison. On avait 3 vétérans, si on peut dire. En Cena, AJ Styles et... Luke Gallows, mais Carl Anderson aussi a roulé sa bosse. Je te dirais, les plus frais, entre guillemets, rentrent là, c'est Enzo Amore puis Colin Cassidy. Okay. Je connais pas Carl Anderson vraiment, donc je peux pas parler par connaissance de fait. Il a surtout fait les indépendantes et le Japon. Puis quand tu peux le voir anyway par sa manière d'agir que il est pas... il est pas né de la dernière pluie, là, comment il s'appelle? Carl Anderson. Justement, Carl Anderson, j'ai beaucoup aimé à un moment dans le match, t'as Enzo qui est à l'extérieur du ring, qui rentre à l'intérieur du ring et qui veut absolument aller faire un tag, et t'as Carl Anderson qui, d'une manière, wow, vraiment, lui, se lève et se garroche et fait une espèce d'interception de Enzo Amore. C'était juste wow pour l'empêcher de faire un tag de son côté. Mm-hmm. C'est un des moments que j'ai fait comme vraiment... non, ça c'était cool, c'était bien fait, c'était quelque chose qu'on voit pas souvent. D'habitude, c'est juste comme je te pogne par la jambe, je te tire. Non, là, c'est vraiment t'as Enzo qui se lance dans les airs pour les tags. Carl Anderson se garoche sur lui puis fait comme interception. Non, tu vas pas tag. Ben, c'est ça être un heel. C'était vraiment cool. Le finish... Tout thumbs up à AJ Styles d'avoir mangé le et de la deuxième. Mm-hmm, de 1. De 2, moi, c'est... De 2, moi, j'ai eu peur à un moment donné pour Cena. Ah oui? Parce que il a mangé un... il a pris le Fire Clash. Mais moi, j'ai trouvé que sa tête était vraiment proche. Vraiment proche du sol, mais encore là, Cena est très grand comparé d'AJ. Ouais, ça c'est sûr. Mais habituellement, AJ n'a pas trop de misère à faire son Styles Clash, même si son adversaire est grand. Ouais, mais il parlait de bannir le move. Fait que, en quelque part, c'est-tu parce que c'est Cena qui lui-même l'admet, c'est pas le lutteur, tu sais, il l'a même admis, tu sais, quand il s'est fait péter le nez. Quand il s'est fait pétiner par Seth Rollins l'an passé, même s'il a admis, écoute, je suis clumsy. Je suis un des lutteurs les plus clumsy que tu vas connaître, mais tu sais, en même temps, sinon, il a jamais blessé personne lui-même. En tout cas, certainement pas de manière volontaire. Non. Je pense qu'il s'est plus blessé lui-même que d'autres choses. Non, c'est ça. C'est souvent des blessures un peu stupides, un peu, comme il dit, clumsy. Je veux dire, on va se rappeler, une des pires que je me rappelle, il était dans un Royal Rumble match. Oui. Je pense que c'était le Royal Rumble, en fait. Il passe par-dessus la 3e corde et son atterrissage était dégueulasse. Il y a eu le genou qui s'est reviré totalement. C'était vraiment pas cute. Sérieusement. Et c'est comme... C'était pas... c'était juste triste, parce que c'était vraiment, comme on dit, un pur accident. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de ce match-là, en gros, pour donner ma note, moi, je donne 9 sur 10. Comme je dis, ils ont peut-être pas eu autant si je le compare avec Zayn et Owen, ils n'ont pas eu autant d'intensité, peut-être pas autant de beaux enchaînements. C'est sûr que quand on est 6, c'est plus dur de travailler ces choses-là, mais il y a toujours moyen de le faire. Et ils l'ont fait, moi, je trouve. Ouais, moi, je trouve qu'il manquait un petit quelque chose. Moi, je donne 9 sur 10. Mais encore là, c'est une excellente note. Là. Ah non, le match était très très bon. C'était une belle performance des 6 lutteurs. C'est juste pour comparer avec Zayn et Owen que j'ai donné un 10. Le pourquoi, pour moi, c'est les petits points qui manquaient. Là. Non, je suis quand même d'accord, mais c'est pour ça que ça vient à mon argument qui est que
Moi, j'ai autant aimé Zayn Owen et que j'ai autant aimé Cena, Enzo, Cass contre The Club. Mais encore là, The Club, j'aime beaucoup AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. Le temps que j'aimais le moins dans ce groupe-là, c'est malheureusement John Cena, parce que John Cena, j'ai un respect pour son éthique de travail quand même, mais j'ai... Quand je peux te dire ça, c'est juste que je m'identifie plus à Luke Gallows et Karl Anderson. Ensuite ça vient AJ Styles. Ensuite, c'est Big Cass. Parce que Enzo, j'ai de la misère un peu avec sa lutte, mais je ne peux pas nier son charisme de fou. Enzo, clairement, n'a pas la meilleure lutte. Tu le mets vraiment contre un AJ Styles. D'ailleurs, il y en a eu un match entre les deux. Et tu le vois, là, que sa lutte est pas impeccable. Mais c'est déjà mieux pareil que certains lutteurs. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'Enzo va juste s'améliorer si on lui donne sa chance. Absolument. Parce que Enzo a ce désir et a cette volonté de travailler fort. Exactement. Fait que ça, c'est pas un problème. Fait que ça, moi, ça reste un de mes combats favoris de la soirée et je le dis haut et fièrement. Maintenant, on passe à, bien sûr, avant qu'il y ait un main event, faut qu'il y ait un segment de grande gueule. Chris Jericho et Randy Orton. Ah, je pensais que tu parlais de Mario Tessier et José. C'est un segment de grande gueule. Pardon, le Pico. Là, on va parler de le petit Chris de Jericho à la mort, puis avec Randy, celui qui est pas le frère de Tim Horton. Ok, le Pico. Pardon, t'as là les billets. C'est ça que j'allais dire. Merci pour les billets. De rien pour les billets. Non, sérieusement, Highlight Reel avec Randy Orton. C'était un bon segment qui était... Qui était, si on veut, bouche-trou. Malheureusement, ça n'avait pas sa place. Parce que, on va parler dans pas long, mais ça fait également que tout un petit peu, c'était comme le micro de Enzo qui était long. Mais en même temps, pour venir à Enzo Murray rapidement, tu veux pas qu'il finisse parce que tu es accroché à chacune de ces syllabes à cet homme-là. Ah, c'est clair. C'est clair. Je veux dire... Mais sinon, pour pas revanter pour une 4e fois Enzo Amore dans ce podcast-là, non, honnêtement, moi, ce segment-là, tu vois, m'a plus déçu que d'autres choses. Oui, parce que ça a beaucoup joué plus sur l'aspect... Ils ont plus joué cheap. Puis encore une fois, ça aurait pu être un segment qui aurait plus été pour Raw, comme ça on n'aurait pas été obligé d'être en overtime pour le main event. T'sais. Oh, oui. Soyons honnête. Oui. Je ne déteste pas Randy Orton. Je l'apprécie. C'est pas mon lutteur préféré, mais j'apprécie ce qu'il fait et le gars a quand même une bonne lutte et le personnage. Il y avait une bonne lutte. Mais. Ça se perd pas vraiment, mais l'affaire c'est que tout ce que dont Randy Orton est bon à faire, c'est headlock, son backbreaker puis des RKO. Il fait plus rien d'autre. Ouais, c'est peut-être parce que c'est ça que... Encore là, est-ce que c'est parce que c'est ça qu'il veut? Est-ce que c'est ceux en haut, à l'autorité, qui lui dit de faire juste ça parce que c'est juste ça qu'on veut voir, puis le RKO out of nowhere, puis tout ça? Peut-être, je sais pas. Mais moi, ce que je veux surtout parler, c'est le fait que, sérieusement, je l'écoutais et... Tu sais, il commence son speech en disant « Ça fait 9 mois que j'étais chez nous. » Puis je me demandais qu'est-ce qui me manquait. Puis là, maintenant que je suis là, ben je le sais, c'est d'être ici dans le ring avec toutes vous autres. Et ça avait l'air tellement fake. Fake, ouais. Oh mon Dieu, genre, il avait tellement pas l'air, genre, franc. C'était comme, ouf, ça ne respirait pas l'honnêteté. Je ne dis pas qu'il est malhonnête, mais c'était clairement scripté. Non, mais c'est ça. Randy Orton, c'est un robot qui se fout de tout, fait que... Il peut pas. Tu peux pas demander à Randy Orton d'avoir des émotions. S'il sait qu'il peut s'en sortir sans avoir des émotions, il va le faire. Puis il l'a fait dans le passé, puis visiblement il le fait encore. Puis pour avoir de la cheap heat, c'est sûr. Écoute, son commentaire n'est pas porté dans l'oreille d'un sourd, mais ça fait de lui un Christy d'hypocrite. Exactement. Sinon, en général, il avait quand même l'air en forme. Je suis quand même curieux de voir le match qu'il va avoir contre Brock Lesnar à SummerSlam.
Mais il y a eu quand même une coupe de cheap pop, là, sur Viperville. Là. Viperville, c'était ok, genre, c'est comme, ok, genre Suplex City, Viperville. Oh, bah. Genre, j'imagine juste Mick Foley, genre, faire son thumbs up là-dessus. Right here, in Viperville! Right here, in Viperville! Yeah! That's not a good idea, Orton. Non, pas vraiment. J'ai quand même trouvé ça drôle quand il a faké le RKO à 2-3 reprises, Jericho qui capote, c'est tout le kit. Non, tu m'auras pas, non, je comprends. Puis même à la fin, genre, Orton qui le pogne par l'épaule, qui le revire, et genre là, il arrive pour le faire, mais genre, il se recule, puis il part à rire. Puis là, t'as comme Jericho qui est comme, je comprends plus rien de ma vie, puis genre, pendant que t'as l'éclair de je comprends plus rien de ma vie, RKO! RKO. J'étais comme juste, ok, cool. Et puis là, il te fait une espèce de salut, genre à la foule. Je suis comme, non, ça, c'est pas Orton, tant qu'à moi, là. C'est pas Orton. Je veux dire, Orton, genre, ce qu'on veut te voir, c'est te retourner coucher sur le ventre à terre, puncher le tapis, puis genre, avoir l'air d'une vipère. Genre, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, puis c'est ça que t'es bon. Genre, le petit côté fandas, c'est pas totalement toi. Moi, ce segment-là, honnêtement, je l'ai noté 6 sur 10 parce que pour moi, c'était pas passable. C'était pas ce que je voulais voir. Puis en plus, je veux dire, si t'es pour mousser un Randy Orton, je veux dire, pourquoi t'as pas fait une apparition de Brock Lesnar? C'est sur pay-per-view. Je veux dire, il y aurait pu, genre. Mais bon, on va probablement voir Brock Lesnar, genre, juste à SummerSlam ou juste avant. Mais pas plus. C'était bof. Brock Lesnar est supposé devenir à Raw à un moment donné, mais ça... La dernière fois, je me rappelle de au moins 2 fois qu'il était supposé d'être à Raw puis qu'il s'est jamais présenté. Ouais. Paul a dû rescaper les cartes. Heureusement, il est le faire. Ouais. Mais sinon, moi je dis haut et fort. Next! Le main event, mesdames et messieurs, qui lui, le problème, c'est qu'il a plus gagé sur les enjeux du fameux draft, à l'opposé de, tu sais, le fait que c'était les 3 membres du Shield qui luttaient l'un contre l'autre. Ça, c'est ma seule lacune du combat. Autrement, le combat était merveilleux. Le combat, on l'a calé. Ils vont faire croire que c'est Seth Rollins qui va être le heel. Mais Roman Reigns, c'est lui qui était accueilli en tant que heel. Totalement. Et Dean C'était pire. C'était pire que d'habitude. Clairement, la foule, genre là, au travers de la gorge. Parce que, encore une fois, la foule est pas conne. Ils sont tannés de voir Roman Reigns avec les... On en a souvent parlé. Avec les plateaux d'argent. Et ça, c'est encore un code de plateau d'argent. Encore une fois, j'ai un petit peu creusé sur un petit peu je me suis renseigné plutôt sur à propos de Roman Reigns, de quoi qu'il était suspendu. Et puis il a été suspendu pour une niaiserie qui n'aurait pas dû être suspendu. C'est ça le pire. Il y avait un truc pour, tu sais, qu'il soit alerte. Parce qu'on s'entend que tu sais, la vie de lutteur comme les Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena, Enzo, Big Cass, tu sais, tout ce beau monde-là, ok? Ils travaillent 300 jours par année. Ils font l'équivalent de facilement 60-70 heures semaine, ok? Là, vous allez me dire, oui, mais il a juste 3 minutes. Oui, mais il faut que tu penses au voyage, il faut que tu penses aux apparitions, déplacements, l'entraînement, l'apparition médiatique, etc. Surtout maintenant plus que jamais, la WWE, pour qu'on puisse parler d'elle, va beaucoup se fier sur les médias et John Cena peut pas à lui seul faire tout ça. T'as aussi les Make-A-Wish, t'as plein d'affaires, t'as des apparitions, t'as les trucs promotionnels, tu sais, ça n'arrête pas. Fait que tu sais, ce que Roman avait était c'est pas une drogue illégale. Mais moi, je suis sûr qu'ils ont fait ça parce que Triple H, ça l'a fait chier de perdre à Roman Reigns à WrestleMania. Pourtant, tout menait au contraire dès le départ. Mais l'histoire est que c'est Triple H qui a demandé à un gars de Human Relations, écoute Roman, il faut que tu ailles t'excuser au locker room
pour, te faire suspendre. Puis tu sais, il y a aussi, comme tu as toi-même mentionné, c'est bizarre que tu sais, il perd son titre, il fait sa... Ça, c'est pas tant le problème que ça, en fait. Il perd son titre, il va à Raw pour promouvoir Battleground, puis mardi, qu'est-ce qu'il annonce? Ah, Roman Reigns est suspendu. Oh, ça, Dans sa première violation du wellness policy. Donc, première violation, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets. Oui. Moi, comme j'ai dit, puis ça l'a prouvé encore plus avec ce match-là, je me doute plus, je pense totalement que, en gros, probablement que ça faisait un certain temps que ce test-là avait été passé. Ils le savaient. Puis ils ont fait, ben gars, tu vas perdre contre Seth Rollins. Puis vu qu'il faut quand même te punir, tu vas perdre clean. Seth Rollins, même si c'est un heel, va te battre clean. Oui, c'est pas, tu sais, tu dis c'est pas tant grave, c'est pas tant un problème. Je suis super d'accord que c'est pas un problème, là. Seth Rollins est un des meilleurs produits que la WWE a à offrir. Il mérite totalement une victoire clean contre Roman Reigns. Mais c'était surprenant. C'était pas à ça que je m'attendais du tout. C'était surprenant de voir Roman Reigns perdre clean. Mais c'était... en tout cas. Et ce que j'allais dire pour la suite, c'est que non seulement ça, mais là en plus, qui s'est fait piner à la fin? Roman Reigns. Encore clean. Et perd Dean Ambrose. Oui. Donc là, il a perdu. Roman Reigns est officiellement le plus faible. Parce qu'il s'est fait piner de manière légale par les deux. C'est officiellement le plus faible du Shield. Moi, tu sais, il a déjà été. Fait que je sais même pas quoi que c'est. Qu'est-ce que les gens s'obstinent là-dessus. Ça a été le chaînon faible du Shield. Écoute, j'ai toujours dit, Dean Ambrose c'est un 10. Seth Rollins c'est un 10. Roman Reigns, quand il était avec The Shield, c'était un 8. Puis depuis, ben, c'est un 6. Malheureusement. C'est parce que le problème, c'est qu'il y a des améliorations, mais ensuite, c'est l'accueil de sa lutte et de son travail. Le problème, c'est pareil, il va toujours avoir le stigma de... j'ai eu beaucoup de choses sur le plateau d'argent parce que j'ai une bonne shape. C'est vraiment plat de dire ça de Roman Reigns, puis écoute, tu peux pas non plus chialer contre le fait que Roman Reigns paraît bien, parce que le seul argument que j'ai utilisé c'est de Vince Russo, c'est tu peux pas blâmer Sable parce que c'est une belle femme. Totalement, je veux dire, belle femme. C'est une belle femme. Pas personnellement, mais c'est une belle femme. C'était une belle femme. Écoute, c'était pratiquement le rêve de tous les hommes, Sable, dans le passé. Sauf moi. Moi, je regardais Lita. Moi, j'étais all the way Lita. Moi, ironiquement, c'était Jacqueline Moore pour plusieurs raisons, mais ça, c'est une autre paire de manches. On n'est pas là pour parler les noirs. Absolument. Je préfère les Asiatiques. C'est pourquoi je t'avouerais que Asuka. Asuka, ouais, non, j'avoue qu'Asuka... Parce que Gail Kim, elle a une face à claque, fait que... c'est ça pareil. Puis, ou tu sais, une ancienne étoile du Japon, Megumi Kudo, mais ça, c'est une autre paire de manches. On se déroule du sujet quand même pas mal. Parce que, en fait, on dit quand même que là, tu sais, Roman Reigns a ce sort qui va toujours avoir... le Sigma qui est d'enfant, c'est comme un bébé gâté. C'est comme un espèce d'enfant roi. Fait ensuite, tu vas faire des accroires que tu vas punir Roman Reigns avec des pins clean ou avec des suspensions à moitié bidon pour ôter de ce stigma-là. Je le dis, je le répète, il est trop tard. Il est beaucoup trop tard. Vous l'avez enfoncé dans la gorge. Ça a pris Cena au moins 5 ans avant que les gens puissent enfin l'apprécier à sa juste valeur parce que vous l'avez enfoncé dans nos gorges. Puis même Cena n'a pas eu tant de choses sur le plateau d'argent aussi facilement que fucking Roman Reigns. Pas juste ça, en plus Cena, je veux dire, au début,
Pendant un bon moment, ça allait très bien, puis il était pas hué, là. Mais ils ont exagéré dans le cas de Cena. Ils ont vraiment comme trop fait de lui un Superman. Oui, Et c'est ça qui a fini par taper ses nerfs aux gens. oui, absolument. Pour ce qui est du match, juste pour faire ça vite, en gros, pour ma part, j'ai trouvé que le rythme en début de match était très bien. C'était parfait pour un début de match. Les petites sorties à l'extérieur du ring, 2-3 moves, le gars rembarque, on en sort un autre, encore 2-3 moves, là, ainsi de suite. Donc le rythme était très bon. Les Oui. moves ont très bien rentré. Roman Reigns a bien paru en étant vraiment celui qui réussissait à écraser les deux, une fois de temps en temps. Et surtout, justement, en milieu de match, était tellement, entre guillemets, supérieur que, justement, les deux, à savoir Rollins et Ambrose, se sont alliés contre lui et vraiment se sont mis à le ruer de coups. On finit par le sortir à l'extérieur du ring et on a eu un Shades of the Shield à 2 reprises. À savoir, de un, le Powerbomb au travers de la table des annonceurs. Et j'ai aimé tout de suite après Ambrose qui, un peu trop confiant, tourne le dos à Rollins. Rollins qui va chercher une chaise et qui l'attaque exactement comme il y a eu la destruction, comme quand il y a eu la destruction de Shield. C'était très... Ça, c'est du storytelling, c'est ce que j'aime, le côté théâtre. Tu fais pas juste rappeler les bons côtés du Shield, tu fais rappeler les mauvais côtés, c'est-à-dire la fin, la destruction. C'était wow, c'était bien. Ça, c'était très, très bien comme idée. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais c'était parfait. Puis sinon, la fin... juste parfaite. J'ai adoré ça encore une fois. Sérieusement, ce match-là mérite aussi un 9 sur 10 à égalité avec le Cena, Enzo et ainsi de suite. Ça veut dire donc que côté-là, c'était deux combats de suite. C'était des... que c'était beau. Oh, et puis sur ma fiche, c'est vraiment à égalité les deux matchs. Les deux matchs étaient vraiment... T'avais Kevin Owens et Sami Zayn que c'était juste insurmontable. Je veux dire, difficilement, ouais. Oh, ça aurait été extrêmement difficile de faire mieux. Là. Mais sinon, les deux autres matchs étaient au même niveau en deuxième place et c'était juste super. C'est le pay-per-view qui a eu le plus de bons matchs. Et comme je dis, c'est le pay-per-view que j'ai la meilleure moyenne. Si tu me permets, j'aurais une parenthèse avant qu'on clôture. Avant qu'on clôture, absolument. Vas-y, go. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est arrivé durant le draft rapidement et qu'on a eu un retour à Battleground en pré-show, c'est-à-dire le cas Cesaro. Oh God, oui. Parlons-en. Moi, ce que je veux dire, c'est... je suis content qu'il ait fait ça. Je suis content que la WWE... arrête d'être aussi scripté et qui permet des trucs de ce genre-là. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la double tranchant. Il permet de faire ça pour démontrer que c'est pas vrai qu'ils sont les méchants qui essaient de tout contrôler et que de notre côté, ça permet à Cesaro d'être pluridimensionnel. Oh oui. Pour ceux qui ne savent pas en gros de quoi on parle. Durant le draft, Cesaro, qui on s'entend, est facilement dans le top 10 des meilleurs lutteurs présentement. Top 3! Oh oui. C'est un des meilleurs performeurs. La foule est derrière lui all the way. Il est peut-être pas impeccable au micro, a des légers bégaiements, c'est vrai. Mais sinon... Ça, je suis pas d'accord. Ça arrive que sa langue fourche. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais assez j'ai vu pire avec Hulk Hogan, John Cena puis Vince McMahon. J'ai vu pire. Je suis super d'accord. Mais dans les top lutteurs, c'est celui qu'on peut le voir le plus. Comme je dis, c'est pas notable au point que ça va arriver à chaque fois qu'il prend le micro. Mais il y a des accrochages. Mais sinon, comme tu dis, je suis super d'accord. Pour moi, c'est minimum top 10. Exactement où je le placerai, je ne le sais pas. Mais je suis autant d'accord avec toi qui dit top 3. Et le gars a été repêché au 18e rang, si ce n'est pas encore plus bas, durant la 6e ronde du draft. Oui, mais c'est là également que tu vois que
la I a une confiance, a pas cette confiance qu'elle devrait avoir envers Cesaro parce que on vient de le vanter. Cesaro est un performeur à part entière. Oh, oui, ça c'est clair. Comme je dis en gros, ce qui est arrivé suite à ça, c'est que après le show, ils ont interviewé quelques lutteurs, leur posé des questions et tout, et est venu le tour de Cesaro. Ouais. Et Cesaro, dans son visage, on pouvait lire, mais très clairement lire la déception et le désaccord. Et lorsque Jojo lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses du draft, etc., il a dit littéralement, je suis déçu de la position à laquelle j'ai été repêché. J'aurais dû être repêché au minimum dans les 10 premiers, mais ça, ce n'est pas moi qui prends la décision. Et ensuite, en gros, il a continué dans cette direction-là en disant que c'est lui qui est le meilleur performeur, qu'une fois que tu l'embarques dans ce ring-là et que la cloche sonne, il n'y a personne qui peut l'égaler. Et il a aussi parlé du fait que tout ce qu'il souhaite pour la nouvelle ère, c'est que on va parler des lutteurs et non de Stephanie et Mick Foley. C'est ce que j'ai également peur, mais et ça c'est drôle qu'il mentionne ça parce que c'était une joke qui est apparue dans c'était un comic strip que j'adore lire, mais maintenant il fait juste des comic strips à chaque 2-3 jours. Le comic strip s'appelle Botch Spot, qu'on peut retrouver sur botchspot.com. Puis il parle c'est drôle hein, parce que l'auteur James Hornsby il disait ça, il disait il mettait en valeur première carte c'est Stephanie puis Shane. Le premier pick que je fais ça va être je pense que je vais aller chercher quand il va pendant que j'essaie de mettre en contexte ce que je veux dire, mais Botchpot faisait de l'humour sur la WWE. Ça. Ok, je l'ai devant moi avec la bande dessinée. La bande dessinée, c'est Stéphanie qui dit pour mon premier choix, je choisis mon mari, Triple H. OK. Suivi de Shane qui dit mon premier choix va être Brock Lesnar. What the fuck? Mon deuxième choix, Stéphanie. Mon deuxième choix pour Raw va être The Rock. OK. Le deuxième choix de Shane va être The Undertaker. Alors, fait que tu sais, jusqu'à maintenant, les 4 premiers, c'est des temps partiels. On s'entend. Oh, ouais. Et le troisième choix de Stéphanie, c'est pour faire un concours de qui fait le plus entre elle et son frère. Son troisième choix, c'est je choisis donc notre père, Vincent Kennedy McMahon. Là, on est rendu à 2 cases. La troisième case, backstage. Shane qui répond, dans ce cas-là, je choisis ma sœur, Stephanie McMahon. What the fuck? Et Stephanie répond, quoi? Dans ce cas-là, je te choisis toi, Shane, pour le draft de Raw. Et backstage, tu vois Naomi, Sin Cara, Epico, puis Primo, puis les social Curtis Axel puis Eve Slater qui est très ironique et Titus O'Neil qui regarde ça et Eve Slater qui dit vu qu'ils dans le fond que vu qu'ils vont nous oublier, fait qu'on est peut-être mieux d'attendre confortablement à ce que quelque chose arrive. Fait que mais c'est une petite vérité derrière ça. WWE, il met beaucoup d'emphase sur les lutteurs qui nous fait chier parce qu'ils sont en partiel dans la mesure où c'est que on nous fait croire que c'est des attractions. Puis oui, c'est des attractions, mais personnellement, moi je suis plus attiré par un Dean Ambrose et Seth Rollins et un Titus O'Neil et un Enzo Amore et un Cass que fucking Brock Lesnar qui non seulement vient juste... même pas d'affaire à être dans le draft. Non, mais il a été pareil. Mm-hmm.
Fait que tu sais, là, je t'ai envoyé la bande dessinée à toi, puis je vous répète le nom du site, c'est botchspot.com. C'est il y avait ce gag là qui fait beaucoup référence aussi un peu à ce que toi tu viens de décrire, et également ce que Cesaro a décrit, et également effectivement au non-sens que comment que la WWE eux-mêmes, plutôt elle-même, traite son propre produit. Mhm. Non, totalement. Fait que tu sais, moi quand j'interprète ça, le cas de Cesaro et le draft, c'est un lutteur qui se préoccupe de la qualité de la lutte. Mhm. C'est un lutteur qui se... C'est un lutteur qui ne voulait pas... qui trouve ça injuste qu'on soit perdu dans le brume. Je veux dire, le fucking concept s'appelle la lutte professionnelle. La lutte professionnelle. Ok, on le sait, là. Les fucking McMahon, ils dominent la lutte mondiale. Car c'est beau, là. Pas besoin de les tamper d'en face, comme vous avez fait à WrestleMania il y a 2 ans, quand c'était Sting contre fucking Triple H, et que vous avez fait sortir DX à la NWO pour nous mettre d'en face 15 ans plus tard que la WWE a vaincu la WCW en faisant paraître Sting pour une merde. Mhm. Exact. Mais non, c'était une toute autre histoire, ce cas-là. Juste pour clôturer avec Cesaro, donc comme je disais, ça s'est poursuivi au pré-show. Je sais pas si tu l'as vu, le segment où Cesaro était à la table des commentateurs. Pas vu cette partie-là, non. En gros, t'as Cesaro qui est là et il est là pour parler du match de Kevin Owen et de Sami Zayn. On lui pose des questions et tout. Et puis, en gros, il a pas l'air content d'être là. Et finalement, il l'a dit littéralement. Il dit je vais être honnête avec vous, je ne suis pas content d'être à la table ici. Moi, où ce que je veux être, c'est dans le ring là, à performer. Et puis ce soir, j'ai même pas de match. Il l'a dit littéralement comme ça. Dit, moi, j'ai pas envie d'être assis ici à parler. J'ai envie d'être là-bas à lutter. Et c'était genre... Et à un moment donné, on a vu que il y a eu comme un léger malaise et Jojo a essayé... pas Jojo, Renee Young a essayé de faire, entre guillemets, avancer l'entrevue à la deuxième vitesse. Probablement qu'elle s'est fait dire dans son oreillette, OK, genre, clenche l'entrevue pour que ça finisse, parce que là, c'est genre, comme Cesaro, justement, disait, ce match-là va être super bon pour toute l'équipe. Ces deux-là vont se donner. Je dis, mais il dit, je pourrais pas l'apprécier pareil. Parce que, en réalité, je devrais être dans ce match-là, même. Oh, wow. T'sais? C'est comme... Non, c'est sérieusement, Cesaro a été clair ce soir-là que vraiment, là, il est pas satisfait et il est pas content. Là. Donc, sérieusement, je ne souhaite qu'une chose, c'est que la WWE vont finir par comprendre. Cesaro n'a pas besoin nécessairement d'avoir une belt autour de la taille. Je veux dire, Dean Ambrose, on l'a apprécié sans une ceinture. Puis, il gagnait pas à toutes les pay-per-view non plus. Il gagnait une fois de temps en temps. Mais là, présentement, Cesaro ne gagne rien en pay-per-view. On ne lui donne rien. Puis là, non seulement on lui donne rien, mais en plus, il est pas sur la carte. Même pas en pré-show, là. Non. Genre, c'est plus intéressant de voir Rousseau puis Breezango, là, que de voir Cesaro contre... Mêlé contre n'importe qui, le match va être bon. Mêlé contre un balai, le match va être bon. Sérieusement, je le comprends et j'espère que la WWE va comprendre aussi. Ça l'avenir le dira. Et, by the way, une grosse ironie concernant les Usos, maintenant que tu le mentionnes. Après le combat entre Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, qui est-ce qui a transporté Dean Ambrose sur ses épaules? Je t'avouerai que j'ai pas remarqué. Les Usos. Ah oui? Fait que là, il y a le gars qui circule qui dit que les Usos, ils étaient obligés de sourire du fait que leur cousin a été vaincu par Dean Ambrose. Fait que tu les as vus sourire à la caméra, puis quand les caméras ont terminé, apparemment leur sourire a lâché.
Ah oui? Ouais. Soudainement, ils se sont souvenus que, Dean Ambrose a fait la compte de 3 sur notre cousin. Ah mon Dieu. Fait C'est tellement que. pas professionnel, ça. C'est parce que les caméras tournent plus que. La Exact. foule est encore là, elle là. Ouais, oui. Ah, mais que veux-tu? Fait que c'est que je veux conclure ce podcast parce que je pense que c'était là un de nos podcasts tout de même les plus enrichis à l'image j'imagine du nouvel ère que nous présente la WWE. Ce podcast-là également va pouvoir nous permettre à nous, je l'espère, de relever le défi de pouvoir dire des nouvelles choses et d'apprécier la fraîcheur que nous offre la WWE tant que celle-ci nous offre cette même petite fraîcheur. Alors, je vous remercie de nous écouter, de nous suivre à chaque semaine ou 2 semaines pour discuter de différents sujets, que ce soit sur les pay-per-view, retour de pay-per-view ou des sujets variés que nous vous offrons. Nous vous invitons donc à nous suivre sur YouTube en vous inscrivant pour ne pas manquer nos épisodes. Et également, likez notre page Facebook. Suivez-nous sur Twitter. Comment qu'on fait ça? Tout ça se fait par le biais de entre le chiffre 4 et coin au pluriel. Tapez ça dans vos moteurs de recherche et vous allez nous trouver. On a également un courriel qui est la même chose en fait, que j'ai fait l'oublier, quel danger fais-je, entre le chiffre 4 et coin au pluriel @gmail.com pour nous dire bonjour, pour nous dire qu'on est poche, pour nous dire que vous aimeriez beaucoup qu'on parle de tel ou tel sujet ou même tel lutteur qui est relié à la lutte. Alors en mon nom, Pierre-Luc Espantoso, Richard Adam Gagné. On vous souhaite une bonne semaine, un bel été, peu importe ce que vous faites, profitez de ça, il fait chaud, c'est le fun, puis aimez votre lutte, parce que là, c'est vraiment une nouvelle ère. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine. Au revoir.